Pierre Livre, atelier d'écriture, cycle vers un écrire film. On serait le 6. Et comme on a fait plein de trucs solides, je voudrais vous proposer aujourd'hui quelque chose laboratoire. C'est-à-dire que j'y vais à tâtons. Je n'ai même pas de texte d'appui ou vous dire tiens, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est une question, c'est un champ opératoire. C'est beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection, mais on y va quand même. Alors comment ça m'est venu cette affaire ? Ces 15 derniers jours, j'ai pas mal remis le nez dans Marcel Proust. Et en particulier dans Proust, ces 3 passages, évidemment qui sont un petit peu centraux dans l'œuvre, mais je n'avais jamais fait le rapprochement de l'un à l'autre. Tante Léonie, vous savez Combray, la vieille dame qui vivait, qui ne sortait plus de sa maison, puis qui ne sortait plus de sa chambre, puis qui ne sortait plus de son lit. Le petit gamin, quand il lui rend visite, il attend dans la pièce à côté. C'est-à-dire, le texte parle de la tante Léonie, mais en fait, c'est juste le crépitement du feu, la pièce vide, ces odeurs-là de renfermer. Et puis, il vient finalement voir la vieille dame qui lui fait goûter de sa tisane avec un petit bout de madeleine brisé dedans. C'est justement de retrouver ce goût fade qui lui réouvre tout d'un coup l'espace mémoriel de la visite à la tante Léonie. Et puis là, la tante, au bout de 5 minutes, il n'était pas question de la fatiguer plus. Donc, au revoir, l'enfant qui a tant attendu est déjà doit partir, donc un mouvement arrière. Et sur ce mouvement arrière, elle tend le front, c'est-à-dire déjà se détacher, partir, mais embrasser le front. Et ce mouvement de s'approcher tout en partant, et puis ce front qui prend toute la place, c'est là où il y a cette espèce de gros plan transitoire qui surgit. Il n'y a plus de cheveux, et puis il y a ces vertèbres du front qui transparaissent, cette fameuse phrase qui vaudra à Proust d'être éliminée par Gide, à peine avoir lu 10 pages du manuscrit. Mais repensez au baiser de la mère. L'enfant est dans son lit, la mère donc vient donner le baiser du soir, il y a Monsieur Swann en bas, elle s'en va de suite, lui il l'appelle pour qu'elle revienne, qu'il y en ait un deuxième, et c'est aussi ce mouvement où le toucher, c'est-à-dire ce qu'on prend au visage de la mère, c'est déjà dans la mère qui s'éloigne. Donc là encore, même en mouvement inverse, une synesthésie, quelque chose de dynamique, mobile. Mais il y a encore plus loin, là c'est un petit peu récurrent, puisque il y a le moment où le petit narrateur à Balbec cherche à embrasser le cou de la belle Albertine, puis s'envoie repoussé, et puis il y a la prisonnière où cette fois on embrasse la joue, et il y a ce mouvement de s'approcher, et puis quand on est prêt d'embrasser, tout d'un coup tout disparaît. Là encore, tout est écrit dans cette perception de mouvement. Un autre passage plus loin où là c'est corps contre corps, mais vous voyez, chaque fois c'est pris dans un mouvement, soit d'éloignement, soit de s'approcher, et c'est chaque fois pour quelque chose qui n'aura pas de durée, l'application des lèvres dans le baiser, eh bien, une sorte de ralenti qui fait que le texte devient une sorte d'élargissement du temps. Et c'est là-dessus où je voulais gamberger, et ça m'a amené à cette question de ralenti. Alors, point 2, le ralenti. Est-ce que c'est jeune ou pas jeune ? Il me faut un appareil photo. Ce qui m'intéresse dans cette question de la fragmentation successive d'images fixes qui constituent le cinéma, d'une part, c'est quelque chose d'ancien, j'en ai parlé plusieurs fois, on a la Cinémathèque de Bercy, je crois 12 000 ou 14 000 petits bandeaux là, qu'on faisait mouvoir, se déplacer ou donner une illusion de mouvement en faisant des mouvements alternatifs dans les lanternes magiques. Ça remonte au XVIIe siècle, dans cette question d'image mobile
beaucoup plus ancienne que la question de la photographie et l'invention des frères Lumière. C'est 8 images fixes par seconde, et si on les passe rapidement, on a l'illusion du mouvement, le train qui arrive en gare de La Ciotat. Simplement, vous vous souvenez les premiers Charlie Chaplin, ça saute un petit peu. Pourquoi ? Évidemment, bon, ça c'est des choses tellement banales aujourd'hui, et on a une sorte de limite à 14 secondes qui fait que les yeux prennent par une sorte de jeu de tampon, et le mental analyse, mais non pas en continu, mais de façon séquencée avec un rythme d'environ 14 images secondes. C'est-à-dire que si vous tournez à 12 images secondes, on a presque une impression de continuité, et puis au-delà de 18 images secondes, ça y est, c'est bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce découpage séquentiel, ce découpage mental séquentiel, il est aussi totalement central pour la lecture, que ce soit la lecture linéaire, le petit livre de Toussaint là, sur lequel on a fait notre exercice précédent, le 5, mais ce qui est important dans la lecture, c'est que l'œil balaye constamment, et puis 14 fois par seconde, il y a une sorte d'image fixe que le mental traite, et ce qu'on apprend, nous, au cours, comment ça s'appelle ? Le cours préparatoire, au CP, où en février, l'enfant, les jeunes enfants, savent reconstituer une lecture linéaire à travers ce que leur mental superpose de surface, et qui nous permet, justement parce que c'est une saisie par surface, de distinguer les rythmes, les longueurs, les dispositions. Et c'est essentiel pour la typo, on le sait depuis l'encyclopédie, l'ancrage de ce balayage du regard sur le jeu des marges, des extériorités de marge, sur les questions qui s'en déterminent sur les longueurs maximales de signes par ligne, pour que cette saisie par plaque image soit le nombre de lignes par signe, pour que le nombre maximum pour que ce balayage regard permette une approche graphique par plaque, et non pas lire linéairement un caractère. Ça n'existe pas. Mais donc, vous voyez qu'il y a une affinité finalement profonde entre lire, le geste élémentaire qu'il nous semble de lire, puisqu'on lit tout le temps, mais que les usages numériques, les scrolls, les surgissements, les balayages nous forcent de réanalyser. Je laisse ce point en suspens. La question du ralenti, c'est que, au-delà donc de 24 images secondes, a priori, on a une impression de réalité, parce que physiologiquement, nous, on marche à 14 images secondes. Simplement, on sait faire des expériences plus compliquées. Par exemple, on vous propose 50 diapositives à la seconde. Vous n'allez voir que quelque chose de gris, vous ne reconnaîtrez rien. Mais si on a une image méchante de tigre à dents de sabre, donc même une réalité totalement disjointe là, de l'expérience quotidienne au milieu de ces 50 images, eh bien vous allez par réflexe appuyer sur un bouton rouge. Donc quelque part, les zones centrales du cerveau, elles sont capables de reconnaître des suites d'images séquencées à une fréquence bien plus grande que ces 24 images secondes. Et donc, point suivant, pourquoi, alors que toutes nos caméras, toutes nos images, là, ça travaille à 50 images secondes, en mode standard, c'est des réglages standards aussi sur le moindre appareil photo. Pourquoi on s'en tient à 24 images secondes ? Eh bien, parce que dans cette fraction large de secondes, 1/24e, il y a un léger flou, et que ce léger flou va nous donner une impression de réel, de proximité, alors qu'à 50 images secondes, c'est l'image numérique télévisée, eh bien, tout est plus froid, tout est plus dépouillé. C'est important, ces choses-là. Bien, c'est ce que je voudrais qu'on explore. Alors, on est à 3 points et demi, disons qu'on est dans le 4e. On s'est tous familiarisés avec des expériences de caméras travaillant à des fréquences bien plus grandes.
on a tous vu, et puis vous savez même ce truc ancestral là, mais vers 1890, de la décomposition en photographie du galop du cheval et sa dissymétrie. Mais on a tous vu aussi ces images d'une petite goutte d'eau ou de lait qui tombe dans une coupelle, et puis toutes ces petites gouttes qui sont... Bon, là, on travaille avec des images beaucoup plus grandes. Là, on travaille avec des vitesses d'image bien supérieures. Est-ce que c'est uniquement pour la technique? Non. Je prends un photographe qui s'appelle Magyar Adam. Quand ça remonte? Permettez que je revérifie. Adam Magyar est un photographe hongrois, comme son prénom l'indique, qui est né en 1972. Cette série dont je parle remonte à 2011-2012. De quoi il s'agissait? On prend un appareil, on l'applique à une vitre de métro et on règle la vitesse sur 10 000 images secondes. Alors, je vous mets pas d'extrait pour pas que la vidéo soit bloquée, parce que trop marre de ces trucs-là, mais je vous mets le lien pour que vous alliez le voir. C'est disponible en ligne sur Vimeo, et ce qui est littéralement fascinant, c'est qu'il fait la même expérience, c'est-à-dire l'arrivée d'un métro sur un quai. Donc il arrive à une vitesse de 50-60 à l'heure, et en une quarantaine de secondes, il s'est arrêté. Quand il arrive à cette vitesse encore grande, à 10 000 images secondes, les corps semblent découpés dans une immobilité, mais une immobilité en relief. Il n'y a pas d'expression, ils sont figés, extrêmement nets, mais statifiés. Et évidemment, ça change le regard sur la ville, puisque c'est l'expression corporelle même qui apparaît, qui surgit bien avant des signes qui seraient des mises en relation. Et puis, à mesure que le métro ralentit, tout à la fin des mini-films qu'il fait, donc à Tokyo, je ne sais plus où, donc dans chacun de ces mini-films qu'il va faire à Tokyo, à Londres, à New York, eh bien, quand le train s'arrête, même à 10 000 images secondes, on voit que les corps ont retrouvé un tout petit peu de ce qui nous qualifie humains par le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire littérairement avec ça? Je pense que comme tout ce qu'on explore, c'est des choses qui sont incluses en permanence dans la littérature. Si on faisait une compilation, par exemple, des descriptions de gares ou anthologies de la salle des pas perdus de Saint-Lazare depuis qu'elle existe en 1840-1850, ces éléments de décomposition de foule ou avec effet de ralenti, ou bien là où l'effet de ralenti nous est nécessaire pour décrypter une réalité toute complexe, toute en mouvement brownien de corps, silhouette, regard. Mais je ne pense pas qu'on l'utilise volontairement, intentionnellement. Moi, le laboratoire aujourd'hui, ce serait de poser cette question du ralenti comme étant ce qu'on fait intentionnellement, arbitrairement, artificiellement. C'est-à-dire, c'est même pas faire un texte, non, faire un texte. Évidemment, ce sera un texte. On est toujours là dans de la méta-réflexion. Mais je veux dire, il ne s'agit pas d'organiser du récit, il ne s'agit pas de construire, il ne s'agit pas de... encore moins évidemment de délayer, mais ça, c'est pas le genre de la maison. Mais se dire quelque chose, un petit peu ça, dont on n'est plus familier ici. On se moque de ce qui s'est passé avant, on se moque de ce qui s'est passé après. On prend un fragment. Pour Adam Magyar, je me suis trompé, c'est son prénom, Adam, et Magyar, c'est son patronyme, c'est le temps et le fragment, c'est l'arrivée du métro et son ralentissement. C'est l'arrivée du métro et son ralentissement depuis une extrémité du quai jusqu'à l'autre. Ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est pas là. Et quand j'ai parlé de Marcel Proust, dans Marcel Proust, il y a toujours cette séquentialité. Ça nous apparaît comme une grande spirale continue, mais chaque parcelle, chaque fragment de la spirale continue, lui, a son unité propre. Embrasser la tante Léonie, le baiser de la maman, se rapprocher de la joue d'Albertine qui va apparaître soudain comme un gros plan qui recouvre l'univers, ce sont des séquences avec un début,
un début et une fin, c'est quelquefois 5 lignes, 3 lignes, 10 lignes, 20 lignes, quelque chose, des fois une séquence, le repas avec Bergotte chez les Swann, c'est une fois. Et pourtant, on comprendra que ce repas qu'on décrit en temps réel, c'est l'archétype de toutes les fois où le petit narrateur sera venu dîner chez les Swann parce qu'il y a Bergotte. Donc dans Proust, on a cette discontinuité majeure de chaque micro-séquence. Eh bien nous, on s'occupe ici d'une seule micro-séquence. Simplement, elle est au ralenti. Alors ces questions de vitesse d'image, qu'est-ce qui nous donne l'impression du ralenti? C'est simple, vous filmez à 50 images secondes, on appelle ça le slow motion, ou vous filmez à 120 images secondes ou à 180 images secondes. Les appareils courants savent tous faire ça. On peut le faire aussi sur un iPhone, ou puis il y a des petites applications, la Filmic Pro, qui nous aident aussi à le faire. Et puis, que vous ayez filmé à 50, mais que vous le repassiez ou que vous l'insériez dans votre film à 25 images secondes, eh bien, ce sera un ralenti de 2 fois. Si vous avez filmé à 180 images secondes et que vous repassez ça, la séquence, dans un film à 50 images secondes, ce sera un ralenti de 3 fois. Et ça, pour moi, c'est là où on commence à être dans l'enjeu de ce qu'on fait ici. On y est tous habitués, on n'y prête plus attention. Et non seulement on y est habitué dans nos pratiques de spectateurs visuels, vidéo ou film, ou n'importe quelle séquence sportive ou d'actualité, mais en plus, c'est une technique qu'on peut s'approprier, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans ou 30 ou 40 ans. Et pourtant, est-ce que c'est récent? Non, moi, là, le livre que j'ai sorti aussi, c'est Jean Epstein. Jean Epstein, Bonjour Cinéma, le cinéma vu de l'Etna. On a déjà fait un atelier d'écriture. Je vous remets tous les liens là-dessous. C'était dans le cycle Prendre, où justement, c'est ça qui m'a donné envie aussi de rejouer là. Enfin, on avait travaillé donc avec ces écrits de Jean Epstein. Qu'est-ce que la synesthésie? En quoi le cinématographe est un instrument poétique? Et ça, il le théorise en 1927 avant de savoir le faire. En même temps, c'est parce qu'il le théorise qu'il l'applique. Le film là, dont je vous mettrai le lien aussi dessous, je vous invite à le voir. C'est un film d'1 heure, donc c'est pas la question que vous alliez le voir 1 heure ou pas, mais en même temps, c'est tellement beau. C'est la chute de la maison Usher, tournée en muet, évidemment, et Epstein utilise en permanence, pour créer les effets fantasmagoriques et les effets fantastiques, des ralentis. Alors là, il n'en parle pas, j'ai bien remis le nez dans Bonjour Cinéma. Par contre, en 1945, il donne des suites de cours à l'IDEX. C'est le volume 6 de ses écrits. Mais qu'est-ce que je suis heureux de disposer de ça. C'est aux éditions de l'Œil. Il faut vraiment les commander pour les trouver. Et là, dans son 3e cours à l'IDEC, 1945, eh bien, c'est non seulement la question de en quoi le temps devient une catégorie de travail du cinéma, mais que la distorsion du temps, l'accéléré ou le ralenti. Il dit comment filmer l'avancée d'un glacier. Ce qu'on sait faire, nous, alors on n'appelle pas ça slow motion, on appelle ça time lapse. Donc là, par exemple, sur cet appareil, vous tournez le bouton, hop là, jusqu'au bout, vient un petit affichage d'intervallomètre, et vous dites, par exemple, vous me faites, non, je le tutoie, tu me fais une photo toutes les secondes ou bien une photo toutes les 5 minutes, puis j'appuie sur le truc et au revoir. Et puis ensuite, eh bien, une photo toutes les secondes, eh bien, 24 secondes tiendront dans 1 seconde de ma petite bande et quelque chose de très lent deviendra. On a tous vu ces choses-là, évidemment, des couchers de soleil, des nuages et tout. Mais c'est bon, mais il faut apprendre ça. Comment traiter ça aussi? Qu'est-ce que ça change à nos possibilités littéraires? Et c'est là où on met un petit peu le doigt là-dessus. Et Epstein explique que justement, dès 20 ans plus tôt,
pour la maison Usher, il a utilisé le ralenti comme décollement, de l'instance de réalité. Et il pose même une autre question qui correspond un petit peu à ce que j'ai tenté là de dire plus ou moins adroitement, et dit nous définissons que ce qui nous semble le déroulé du temps correspondant à nos perceptions, c'est l'instance de la réalité. Mais est-ce qu'on connaît, il a un aperçu là, formidable, est-ce qu'on connaît la perception de l'arbre, de la pierre? Qu'est-ce qui nous autorise ou nous légitime pour refuser à l'arbre ou la pierre une perception de la réalité de même exigence ou niveau que la nôtre? Et là, il y a un passage, bon, c'est tout petit, mais dans le premier film où j'ai essayé il y a quelques 20 ans, donc Usher, d'employer le ralenti comme moyen dramatique, ou plus précisément comme moyen de mystère dramatique. Et c'est là où on va être. L'appareil de grande vitesse. Alors, grande vitesse, il faut bien se rendre compte que rien n'était mécanisé à l'époque, m'accompagnait partout, et par pure curiosité, je faisais enregistrer au ralenti tout ce qui me paraissait ralentissable. Mouvement du feuillage dans le vent, déferlement de vagues, agitation d'une basse-cour, rebondissement des gouttes de pluie sur une dalle, danse des flammes d'un feu de bois, jeu d'enfants, etc., etc. Ces petits négatifs ont malheureusement disparu pendant l'occupation. Alors ça peut nous sembler à nous naïf quand il nous suffit de changer le plan-plan de la vitesse pour que effectivement ces images de feu de bois changent deviennent une esthétique au ralenti. Mais c'est comme en littérature, quand on prend ces choses-là à leur naissance, eh bien, c'est là où on peut les attraper dans ce surgissement et comprendre, en quoi, inconsciemment, on les utilise ou pas, et deux, qu'est-ce qu'on peut en tirer à les utiliser intentionnellement, une fois, comme ça, sur notre parcours. Alors, qu'est-ce que vous allez saisir comme ralenti? J'ai l'impression que si on tourne ça sur soi-même, on risque que ce soit pas forcément le plus intéressant. Est-ce qu'à l'opposé, cette question-là de Adam Magyar et sa caméra sur l'arrivée d'un métro et les gens qui attendent et la distorsion que ça nous donne et la poésie, la poétique qui s'en dégage, on serait probablement plus là dans ce qui nous concerne. Moi, ce qui serait important, c'est que vous soyez dans votre univers, que vous soyez là où vous travaillez, y compris si c'est projet personnel, si c'est territoire, si c'est gestation, si c'est intuition poétique, mais que vous restiez chez vous, dans votre territoire d'écriture, mais que sur une toute petite parcelle, déjà écrite ou pas encore écrite, ce temps-là qui définit un geste, un instant, on le prenne et on en fasse un ralenti. Et un ralenti, ce qui est important, c'est que c'est pas simplement poser l'appareil sur son trépied et que ce qui se passe devant soit ralenti. C'est là où Proust, comme Epstein et la maison Usher, nous enseigne autre chose. C'est un mouvement. Le ralenti, oui, mais dans une approche. Le ralenti, oui, mais dans une approche. Le ralenti, oui, mais dans un éloignement. Et là, en repensant très solidement à Marcel Proust, l'attente dans la petite chambre avec le feu avant que tante Léonie laisse l'enfant venir, mais à peine l'enfant est venu la saluer que deux questions conventionnelles ont été posées, qu'il faut dire au revoir à la vieille tante pour ne pas la fatiguer. Et donc, c'est déjà dans ce mouvement de partir qu'il y a se pencher sur le front et embrasser. Le mouvement de la mère, le narrateur, oui, est immobile, mais c'est quand la mère s'en va qu'il y a cet appel « reviens » une dernière fois.
alors que déjà, de l'extérieur, elle est requise et elle va revenir, mais comme avec dans le dos un élastique. Alors là, moi, je ne vous aide pas. Sauf cette injonction, restez chez vous, restez sur votre terrain d'écriture, mais interrogez dans une distorsion technique, un ralenti, donc un film qui se fait beaucoup plus rapidement que la perception ordinaire ou que la perception de l'œil avec son tampon à 14 images secondes. Travailler sur cet instant à 250 images secondes, à 3000 images secondes, et puis ça, on le réinstalle dans la durée ordinaire, dans le fil ordinaire, dans le temps ordinaire de la lecture. Et va naître l'effet de ralenti, va naître la distorsion du ralenti. Et simplement, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous saisissez. Loin dans le temps, jusqu'à l'enfance, dans quel espace, dans le quotidien, dans un tout petit instant là du quotidien, dans toute petite immobilité qui tout d'un coup va devenir se déplie. Moi, je ne peux pas vous aider. Je vous proposerais simplement d'utiliser, finalement, j'ai grappillé, j'ai relu beaucoup de choses, et justement, c'est ça c'est pas que ça m'inquiète, mais c'est là où je pense que le collectif a un rôle important à jouer. C'est-à-dire qu'on explore ensemble des choses qui, inconsciemment, sont déjà dans les usages littéraires, preuve Proust il y a déjà 100 ans, mais qui sont là parce que dans nos perceptions de ce qu'il y a devant nous, le cinéma a travaillé autant que les livres et la littérature. Je dis ça plus que schématiquement, mais on en a déjà parlé plein de fois. Par contre, trouver des textes qui fonctionnent sur ce principe-là, c'est pas évident. Et de toute façon, nous, peut-être qu'on peut tenir un récit là. Peut-être que vous allez me donner des exemples inverses. Tiens, je pense à ce livre « Elle regarde passer les gens » de Anne-James Chatton. Là aussi, on a fait un atelier d'écriture. Vous savez, c'est 150 ans d'histoire, une trentaine de femmes. À chaque fois, on reconnaît celle dont il est question parce que elle a joué un rôle dans l'histoire ou dans le monde people. Enfin, en tout cas, c'est tout l'inconscient d'époque qui se redéroule. Mais c'est aussi, par exemple, on va reconnaître Janis Joplin et puis on va reconnaître Billie Holiday. Et puis, par contre, on sera passé de Janis Joplin à Billie Holiday et on ne se sera pas rendu compte d'où est la transition. Bien, dans ce livre, Elle regarde passer les gens de Anne-James Chatton, il y a une séquence sur un accident, la princesse Diana dans ce tunnel à Paris, une Mercedes poursuivie par des paparazzi. Et simplement, ces toutes petites secondes de l'agonie, l'arrivée de l'ambulance, les distorsions, la prise en charge. Bon, là, il y a un effet de ralenti considérable et waouh! Alors, ça aurait pu être ça l'exemple, sauf que là, formellement, Anne James passe par récurrence. Elle est dans l'hôpital, elle attend le truc. Les sirènes, le truc, elle respire encore, elle est vivante, mais ça, nous, c'est pas ça. Je vous ai mis à disposition Bing de Beckett. Alors, Bing, j'aimerais pas que vous Bon, c'est dans Tête morte, je sais pas combien vaut ce bouquin maintenant. À l'époque, oui, j'avais payé 15 francs, il est scotché comme tant d'autres bouquins comme moi. Mais c'est pour moi un des sommets de Samuel Beckett. Il y a le texte qui s'appelle Assez, le texte qui s'appelle Sang et Bing. C'est un texte qui fait 5 pages. Alors évidemment, si vous utilisez le Bing, dont lui se sert comme cheville permanente,
ce sera lourd. Bing, une nature à peine, presque jamais une seconde, avec image, même temps, un peu moins, toujours la même, bleu et blanc, au vent, trace, fouillis, gris pâle, yeux, trou, bleu pâle, presque blanc, fixe, face, bing, peut-être un sens à peine, presque jamais, bing, silence, blanc, nu, 1 mètre fixe, hop, fixe, ailleurs, sans son, jambes collées comme cousues. Simplement, le ralenti, il y est, et c'est juste un corps dans une pièce. Un mur, une pièce, un sol, un corps, et puis les yeux, croiser les yeux. Et simplement, une autre spécificité de ce texte, c'est qu'il n'y a pas de verbe. Alors, pour moi, si on se dit, tiens, travailler sans verbe, travailler avec ces images corps, et est-ce qu'il faut utiliser une cheville genre Bing ou pas, j'ai de la réticence. Si ça vous aide, faites-le. Lui, c'est hop, hop, fixe, ailleurs, hop. Donc, ce séquençage d'images, les 10 000 par seconde d'Adam Magyar, évidemment, on peut le marquer dans le texte, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Par contre, le sans-verbe, ça peut être extrêmement important, et puis il peut suffire d'un point pour que cette décomposition image par image, qui donnera l'effet de ralenti, ça fonctionne. Mais j'aimerais que vous regardiez de près comment fonctionne ce Bing, et est-ce que ça peut marcher de la même façon si on enlève Bing à Bing. Je plaisante, pas tant que ça. J'ai aussi lu Malone meurt, je vais peut-être vous en mettre aussi un extrait d'une page, parce que là, le ralenti, il y est globalement dans cette espèce de vie qui finit avec ce truc d'hôpital psychiatrique à la fin. Et par contre, là, la phrase est beaucoup plus standard que dans Bing. Ça reste ce Beckett rhétorique des premiers livres. Et je ne dis pas, évidemment, rhétorique pour le tenir à distance, mais et comme si ça ne suffisait pas pour m'assurer qu'il s'agit vraiment du dehors, voilà que la fenêtre d'en face s'allume, ou que je me rends compte qu'elle est allumée. Vous voyez là, il est où le temps? La fenêtre d'en face s'allume. C'est un truc. Mais voilà que la fenêtre d'en face s'allume, là il y est, le dépli du temps qui crée le ralenti. Mais vous le redoublez, parce que lui, ou que je me rends compte qu'elle est allumée, c'est-à-dire que le temps de la perception qu'elle est allumée redouble le temps, soi-disant, où la fenêtre s'est allumée. N'empêche que sur ce truc d'une fenêtre qui s'allume au loin, bien, le texte, lui, travaille sur ce dépli incroyable du temps. Voilà que la fenêtre d'en face s'allume, ou que je me rends compte qu'elle est allumée, car je ne suis pas de ceux qui peuvent tout embrasser d'un seul coup d'œil, mais je dois regarder longuement. Je dois regarder longuement. Mais comment on regarde longuement? On ne regarde pas longuement. Simplement, la question du ralenti de Epstein, c'est dire si je filme beaucoup plus vite, avec mon appareil à grande vitesse, dit-il en 1927, eh bien, quand on le repasse à vitesse standard, normale, mais je préfère standard, à ce moment-là, on a ce longuement qui intervient. Je ne suis pas de ceux qui peuvent tout embrasser d'un seul coup d'œil, mais je dois regarder longuement, laisser aux choses le temps de faire le long chemin qui me sépare d'elles. Laisser aux choses le temps de faire le long chemin qui me sépare d'elles. Le voilà, mon enjeu du ralenti. Et c'est là en effet un hasard heureux, de bon augure, à moins que ce ne soit une chose faite exprès pour me bafouer, car j'aurais pu ne rien trouver de mieux pour m'aider à partir de cet endroit encore au monde mal fermé. Qu'est-ce que c'est un monde mal fermé? Comment on l'ouvre là où il est mal fermé? Hop. Que le ciel nocturne où rien ne se passe, bien qu'il soit plein de tumulte et de violence. On va aller retrouver du tumulte et de la violence là où rien ne se passe. Alors, je vous mets un extrait de Malone meurt. Probablement vous l'avez déjà chez vous, ce livre. Un petit extrait de Bing. Epstein, j'en ai parlé, je crois que ça suffit, c'est des conférences, c'est des cours, mais il y a quand même ce point tellement essentiel qui est que, en utilisant le temps comme mobile
dans une distension ou une compression, on ajoute au cinéma un procédé narratif, autant que le cadre, autant que le montage. Et ça, évidemment, c'est la première définition du ralenti, mais, dit Jean Epstein, qu'est-ce qui nous assure que le temps de notre réalité soit la réalité même? Puisque justement, quand on utilise un ralenti, cette réalité mystérieuse qui surgit comporte une vérité à laquelle la réalité ordinaire ne peut pas atteindre. Je le dis comme ça. Allez, comme d'habitude, je suis conscient du côté abrupt que peut avoir une telle proposition, mais autant il y a des fois, et puis il y a tous les autres cycles où il s'agit de dire tiens, ça il faut qu'on y regarde, ça vous pouvez l'utiliser. Et puis d'autres fois se dire tiens, ça, personne n'y allait avant nous, eh bien allons-y voir intentionnellement. Aujourd'hui, c'est séance laboratoire. Et pour que le laboratoire ça marche, il faut que vous restiez dans votre jardin d'écriture, là où vous êtes. Là, ce sont vos thèmes, vos objets, vos perceptions. Et simplement, c'est juste un tout petit champ opératoire. On a enlevé l'avant, enlevé l'après. On détermine juste ce point précis sur lequel on applique tout le ralenti que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas perdre notre temps. Et quelle cohérence quand on a commencé avec 1 heure, 1 minute. Toujours dans la question de déplier le temps. C'est un cycle qui aurait pu s'appeler étude du temps.